C'est donc ça la paresse? Ouais. Bon bah ça va pas être trop compliqué. Bon, je te laisse faire, moi je vais lancer l'épisode. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez le Big Lebowski? S'il y a bien un personnage paresseux au cinéma, c'est bien entendu Alexandre le Bienheureux. Quoi? Ben, Alexandre le Bienheureux. Le film de Yves Robert de 1968, dans lequel Alexandre Gartempe, interprété par Philippe Noiret, décide de rester au lit à la mort de sa femme, qui le menait à la baguette. Le film marque à la fois le premier vrai rôle au cinéma de Pierre Richard, après un passage non crédité dans Montparnasse 19, et celui d'un flic dans Un idiot à Paris, mais aussi le premier rôle principal de Philippe Noiret, qu'on retrouve des années plus tard dans Les Grands-Ducs aux côtés de Jean Rochefort. Jean Rochefort qui lui a joué dans Le bal des Casse-Pieds, où l'on peut voir Alexandre le Grand diffusé dans l'avion à la fin du film. Ah, ça y est, je le tiens. Et tu penses que ça ferait un bon épisode? J'en sais rien, après moi j'ai jamais vu le film. Ok, The Big Lebowski donc. 7e film des frères Coud, Joël le plus vieux et Tad le plus jeune, et surtout deux frères à ne pas confondre avec les frères Jace, Roderick et Reginald. Je crois qu'on a un problème de montage, c'est la même photo. Il n'y a aucune erreur, ce sont des sosies parfaits, d'où le fait qu'on les confonde souvent. Ou alors c'est juste leur pseudo. Bref, nos deux frangins ont développé un intérêt pour le cinéma assez tôt, en regardant à la télévision les films de Fellini, les Tarzan et les comédies de Jerry Lewis. Je ne vous dérange pas? Ce qui fait que Joël va acheter une caméra dans le milieu des années 60 et tourner avec son frère les remakes de certains films. Ethan ira par la suite à l'université de Princeton pour étudier la philosophie. Et Joël fera des études à Austin, Texas, pour suivre sa femme qui étudiait déjà là-bas, avant de la quitter après 9 mois. Il a quitté l'université ou sa femme? Les deux. Et il finira par avoir son diplôme à l'université de New York et commencera sa carrière en travaillant sur des films industriels ou des vidéoclips, avant d'aider au montage du Evil Dead de Sam Raimi. Ça, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Il faudra attendre 1984 pour que les deux frères débarquent avec Blood Simple, qui marquera leur début à la plume et derrière la caméra, mais aussi ceux de Barry Sonnenfeld à la photographie et de Frances McDormand en tant qu'actrice. Le film aura un succès modeste au box-office, mais il leur permettra de rencontrer le producteur Jeff Downe, qui ne travaillera jamais avec eux. Pourquoi le mentionner alors? Parce qu'il va avoir de l'importance pour la suite. En tout cas, leur carrière est lancée, continuant en coécrivant Mort sur le grill avec Rémi, puis en réalisant leur prochain film, notamment Raising Arizona avec Nicolas Cage, avant de se lancer sur l'écriture du Big Lebowski, en même temps que celle de Barton Fink. Pour ce faire, ils vont s'inspirer des bouquins de Raymond Chandler, un romancier américain de polar noir, qui a notamment créé le personnage de Marlowe, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Ryo Saeba. C'est quand même bien fait. Ils vont également prendre comme modèle 3 hommes pour parfaire leur personnage principal. Jeff Downe, qui partage à la fois son amour pour le whisky et qui répondait au surnom du Dude, ainsi que Peter Exline, un vétéran de la guerre du Vietnam, qui avait rencontré les deux frères par le biais de Barry Sonnenfeld. Depuis, les 3 hommes sont devenus amis, Peter racontant des anecdotes pour épaissir le personnage et son entourage, dont Lewis Abernathy, ancien soldat du Vietnam reconverti en détective privé, et qui donnera le personnage de Walter, à qui ils rajouteront l'amour des armes à feu de John Milius. Le 3e homme est d'ailleurs le meilleur ami de ce dernier, Jim Gonzer, aussi surnommé le Dude, et qui aura inspiré Milius pour son Graffiti Party. De mieux en mieux. Lors de l'écriture, John Goodman, rencontré sur Raising Arizona, Steve Buscemi, rencontré sur Miller's Crossing, et John Turturro, rencontré sur Barton Fink, sont directement envisagés pour leurs rôles respectifs. Le personnage de Turturro étant même inspiré de son rôle dans la pièce de théâtre Mi Puta Vida. Cependant, le rôle du Dude n'était pas encore définitif. Les Coud voulaient Mel Gibson, mais ce dernier n'a pas pris le rôle trop au sérieux, avant qu'il n'échoue à Jeff Bridges, qui était tellement proche du personnage qu'il ne posait jamais qu'une question à Joel Coud. Est-ce que le Dude en a fumé un sur la route ou pas? Et après, il laissait la magie faire. Charlize Theron avait été envisagé pour le rôle de Bunny Lebowski, avant que le choix ne se porte sur Tara Reid. Et pour Jeffrey Lebowski, le choix numéro 1 fut porté sur Marlon Brando, qui dut refuser pour cause de santé. À la suite de quoi, Robert Duvall déclina car il n'aimait pas le script,
Anthony Hopkins qui ne voulait pas jouer un Américain, et Gene Hackman qui faisait justement une pause dans sa carrière au cinéma à ce moment. Ça c'est con! Finalement, le rôle revint à David Huddleston, un acteur de série et de second rôle. Malheureusement, alors que tout semble se mettre en place, Bridges se retrouve occupé avec le Wild Bill de Walter Hill et Goodman avec la sitcom Roseanne, ainsi que Julianne Moore qui se lançait dans Jurassic Park Le Monde Perdu, forçant les deux frères à faire Fargo entre-temps. Mais justement, qui est le Dude? Le Dude est ce qu'on appellerait dans le milieu du jeu vidéo un PNJ. Il n'a pas les caractéristiques d'un héros, il n'a pas les caractéristiques d'un anti-héros, il n'a pas les caractéristiques d'un antagoniste non plus. Il est juste reconnu comme étant paresseux. Très paresseux. On dit même de lui qu'il est l'homme le plus paresseux de Los Angeles. Si ce n'est du monde. C'est bien simple, il passe ses journées entre son appartement à peine rangé, ce qui est selon lui une preuve qu'il n'est pas marié. Est-ce que cet appart ressemble à celui d'un mec marié? Le siège des chiottes est relevé, mec. Le bowling avec ses potes, et c'est à peu près tout. Mon Dieu, rien qu'avec cette description, je suis pris d'une flemme incroyable. Ça lui permet de vivre une existence où il ne fait de mal à personne. Il refuse de déranger qui que ce soit, il ne veut pas faire de bruit, il ne veut pas se battre. On est loin du héros américain rempli de testostérone habituel. Au final, ses seules passions sont d'écouter du Bob Dylan, de fumer un pétard et de boire des White Russian, qui, dans son cas, se composent d'une moitié de vodka, d'une moitié de Kahlua et d'une moitié de crème. C'est pas possible, ça fait 3 moitiés. Tout dépend la taille des moitiés. Génial. Vous croyez qu'il en prendrait un de plus? En réalité, le Dude est un ovni dans le milieu qui l'entoure, à savoir la Cité des Anges, où tout le monde y est violent et matérialiste, là où lui est paisible et non matérialiste. Enfin, non, car il y a une possession qui lui importe plus que tout le reste, son tapis. Son tapis, comme pour à peu près tout ce qu'il y a dans sa vie, n'a pas tellement une grande valeur en termes financiers. C'est un tapis, quoi, pas spécialement beau en plus. Mais en revanche, il représente beaucoup pour notre Dude, puisque c'est l'endroit où il se sent le mieux, son petit coin de paradis sur lequel il s'allonge pour ne penser à rien d'autre. C'est petit, certes, mais comme on le dit... Et mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ouah, cette référence ne nous rajeunit pas. Mais le Dude n'a pas toujours été un figurant, puisqu'il était un fier opposant durant la guerre du Vietnam, en étant l'un des auteurs du manifeste de Port Huron, un document en partie contre cette guerre. Enfin, la première version, pas la seconde qui n'était jamais qu'un ersatz du sien. Il faisait d'ailleurs partie des Seattle Seven, un groupe fondé par 7 personnes contre cette même guerre. C'était qui les autres membres? C'est vraiment important de le savoir. C'était moi. Moi et 6 autres signataires. Après, on sait pas trop s'il dit la vérité ou si le manifeste sur lequel il a bossé portait un autre nom. Parce que les Seattle Seven, comme leur nom l'indique, viennent de Seattle, dans l'état de Washington, alors que Port Huron se trouve dans le Michigan, à savoir littéralement à l'opposé du pays. Mais il affirme être le seul à ne pas avoir mis de l'eau dans son White Russian, sinon ça ferait 4 moitiés et ça commencerait à faire beaucoup. La question c'est comment est-ce qu'il est passé d'activiste politique à Dude? Ben on a 2 possibilités. Soit il estime qu'il a payé sa dette au pays durant cette période et il préfère à présent prendre un repos bien mérité, soit il a abandonné le combat avec l'arrivée de Bush père au pouvoir, parce que au final, est-ce que ça valait encore le coup de se battre avec un type pareil aux commandes? Le Dude serait aussi pour le libre arbitre, comme en témoigne L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, trouvable dans son appartement. Un traité qui parle justement de ce libre arbitre. Assez ironique quand on constate qu'il se laisse balayer par les aléas de la vie sans chercher à les contrôler. Le minimum syndical qu'il fait comme action, c'est essayer de retourner le plus vite possible à sa vie paisible. Je vais être obligé de présenter ma démission. Je suis pas en mesure d'assurer. Mais le dernier point qui va rejoindre son activisme, notre Dude est une personne à la morale inébranlable. Quoi qu'il fasse, quand il fait quelque chose, il essayera toujours de faire le bien autour de lui et de régler les problèmes en faisant le plus de compromis possible, envers toutes les parties, même face à son pire ennemi, pour autant qu'il ait la possibilité de se faire un pire ennemi. Et il ne fait pas ça non plus pour se donner bonne conscience, puisqu'il dit ce qu'il pense et se fout de ce que pensent les autres sur ce qu'il dit. Mais est-ce que les autres disent qu'il se fout de ce qu'il pense, de ce qu'il dit qu'il pense? Et notons que pour lui, le plus important, malgré tout,
c'est qu'une promesse est une promesse, même pour aller voir un spectacle de danse ringard. Parce que le plus important, ce sont les promesses faites à ses amis. Et justement, on va parler des amis. Le premier ami, sans doute le plus connu, c'est le vétéran du Vietnam armé jusqu'aux dents. Il est ami avec Rambo. C'était pas ma guerre! Non, il est ami avec Walter Sobchak, et quand on dit que les opposés s'attirent, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Puisque si le Dude est le Ying décontracté, Walter est le Yang qui va te fracasser la tronche. Je croyais qu'on était en train de parler de la paresse. Oui ben, c'est pas ma faute si le type semble avoir de légers problèmes pour contenir sa colère. Oh, putain! J'ai dit que je les voulais baveux! Tout du moins, c'est la première impression qu'il donne. Alors que quand on commence à le connaître, ben c'est pas qu'une impression en fait. En étant en plus juge, jury et sa partie préférée, bourreau dans le moindre conflit. Allant jusqu'à déclarer une sentence légèrement au-dessus du crime. Par exemple, il ne supporte pas qu'on dépasse la ligne lors d'une partie de bowling. Mordu! 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 Et la sentence est irrévocable, c'est une balle dans le pied. Et je parle pas de l'expression. Mais on peut aussi se rendre compte que sa colère va le pousser à exécuter la sentence avant même de se poser la question de savoir si celle-ci est logique. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon! Bien entendu, son comportement est à mettre sur le compte de la guerre du Vietnam, qui a été éprouvant pour plus d'un soldat qui n'ont, pour la plupart, pas reçu le soutien psychologique dont ils auraient eu besoin, et qui se sont retrouvés entre les anti-guerres qui leur en voulaient et les pros qui leur demandaient de déjà rempiler pour la suivante. Mais comme pour son dieu d'amis, Walter était un homme de principe, tout du moins des principes qui l'arrangent, balançant constamment les premiers et seconds amendements qu'il brandit comme si c'était la Torah. Oui, parce qu'il est juif, donc j'adapte les expressions. Ah, il est curieusement pour la liberté de la parole et le port d'armes, j'aurais pas cru vu son tempérament. Ainsi, quand quelqu'un dit quelque chose qui le contrarie, il commencera toujours ses phrases par « J'ai des copains qui sont morts face contre terre dans les rizières. Et c'est bien pour ça qu'il est à ce point rigide sur l'application des règles. Certains de ses amis sont morts pour que ces lois soient préservées, alors la moindre des choses, c'est de les respecter, pour autant que ça aille dans son sens. Non, parce que sa moralité, elle est aussi très variable. Ainsi, s'il juge qu'une mauvaise action doit être faite pour une bonne cause, alors ça légitime cette mauvaise action. Du genre, par exemple, en volant aux riches, tel un Robin des Bois à la gâchette facile. Mais au-delà de ça, il n'a pas spécialement de mauvais fond non plus. Ses méthodes sont certes discutables, mais il est l'ami sur qui l'on peut compter, et il essaiera de tout faire pour aider, en ratant la majeure partie du temps, mais c'est l'intention qui compte. Je suis au regret de constater que tu ne veux pas qu'on te réconforte. Une équipe de bowling ne serait pas complète sans un troisième homme. Pas forcément, à Tekken Tag Tournament on jouait que à deux. Oui, mais c'est pas un vrai jeu de bowling. C'est vrai aussi. Donc ici, le troisième joueur, c'est Donnie Kerabatsos, un ancien surfeur, un excellent joueur de bowling et un punching ball ambulant. Non mais, littéralement, tout le monde se moque de lui. Faut dire, il le cherche aussi. Mais c'est pas gentil de dire ça. Ta gueule, Donnie. Mais je m'appelle pas Donnie. Donnie, ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, le crayon le mieux taillé du plumier, ou la saucisse la plus cuite du barbecue, car il ne comprend pas grand-chose au monde qui l'entoure. Il est à un point où il confond Lénine et Lennon et qu'il ne comprend pas comment on peut se déplacer sans voiture. Et malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre sur lui. Personne ne sait réellement qui est Donnie. Pas même ses amis qui ne savent pas quoi dire sur lui. Danny jouait bien au bowling et c'était un type bien. C'était l'un des nôtres. Il aimait beaucoup la nature. Et le bowling. On ne va pas se quitter sans parler de Jeff Lebowski. Alors, loin de moi l'idée d'être le type qui doit t'annoncer tes problèmes de mémoire, mais tu en as déjà parlé. Non. Si, tu en as parlé, exactement ici. Le Dude est ce qu'on appellerait dans le milieu du jeu vidéo. Ça, c'est Jeff Lebowski, le Dude. Ici, on parle de Jeff Lebowski, le Big. Ah ouais, les gars s'emmerdent même plus à trouver des noms différents. Non mais, tout le film se base sur le fait que ce sont des homonymes. Essaye pas de noyer le poisson en les traitant d'homonymes. Je te surveille. Le Big Lebowski est à l'opposé de Dude Lebowski. Un véritable homme d'affaires, milliardaire, marié,
Bon, le seul point commun à la limite, c'est qu'il garde aussi son cul dans un fauteuil. Mais il a des circonstances atténuantes. Il est paralysé, donc il peut pas se lever. Tu penses pas qu'on va avoir des problèmes à se moquer d'un handicapé comme ça? Attends la suite. Big est aussi un bon samaritain, donnant son argent aux bonnes œuvres pour aider les jeunes de la ville, et son mur est rempli de photos de lui avec des gens tout aussi célèbres qu'influents. Qui est là avec Clint Eastwood? Oui, donc on est bien d'accord que c'est une personne adorable, donc tu viens ouvertement te moquer. Non, parce que tout ça c'est qu'une façade. C'est un menteur, un tricheur, un manipulateur qui pique l'argent dans la caisse. C'est même pas son pognon, c'est celui de sa femme décédée. Vous piquez le blé du royaume? Je le pique pas, je le canalise. Et il a d'ailleurs énormément de mépris pour tout le monde, et surtout pour ceux qui demandent de l'aide, comme c'est le cas pour Dude Lebowski. Mais si elle est à court d'argent, c'est son problème, pas le mien. Et votre tapis, c'est votre problème. Mais que ce soit la façade qu'il renvoie ou sa personnalité réelle, c'est surtout un homme qui a peur de l'échec et du regard des autres. Au final, sous ses grands airs, il n'est rien d'autre qu'un petit homme craintif. Il est pas plus paralysé que moi. Laissez-moi tranquille, monsieur. Mais le Big Lebowski a malgré tout 2 femmes dans sa vie. 2 femmes diamétralement opposées, la première étant sa fille, Maud Lebowski, que je pourrais qualifier de femme fatale, mais qui est plus vite une anti-femme fatale. Elle ne tue personne. La femme fatale est un archétype très présent dans les histoires de romans noirs, qui vient inéluctablement frapper à la porte d'un détective privé pour lui demander son aide sur une sordide affaire, avant de prouver qu'en fait elle ne faisait que manipuler le détective, avant de bien souvent tomber sous son charme à la fin. Et ici, c'est pas le cas. Alors, elle manipule le dude pour qu'il couche avec elle, mais le but est bien plus d'avoir un enfant de quelqu'un qui la laissera tranquille après ça. Et le dude est bien du genre à laisser les gens tranquilles. On pouvait difficilement faire un meilleur choix. En plus, ils ont déjà le même nom de famille, donc ça tombe bien. Et contrairement à son père, elle ne craint rien, elle n'hésite pas et elle est indépendante. J'irais même jusqu'à dire qu'elle voit clair dans le jeu de toutes les personnes qui l'entourent et semble avoir au moins 10 longueurs d'avance sur tout le monde. 20 sur le dude parce qu'il ne cherche pas vraiment à comprendre. Et 40 pour Donnie parce que lui il comprend pas tout court. En fin de compte, elle finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Trêve de discussion, monsieur Lebowski. Venons-en au fait. Bien entendu, si on a d'un côté une anti-femme fatale, il semble tout à fait évident que de l'autre côté, on va avoir une vraie femme fatale. Bunny Lebowski. Bunny, c'est la nouvelle femme de Big, qu'il expose un peu comme un trophée, on va pas se mentir. On ne sait pas grand chose de son passé, si ce n'est qu'elle a grandi dans une ferme avant de la quitter, et que ses parents espèrent désespérément son retour. Elle est jeune, elle est blonde, elle est sexy et elle est un peu naïve. Du moins, si on n'y regarde pas de plus près. Parce que Bunny, elle sait exactement ce qu'elle fait. Si Big dépense l'argent de sa défunte femme, Bunny, elle dépense l'argent de son nouveau mari. Donc, on cite la défunte femme quand on y pense. Le truc, c'est qu'elle dépense le pognon de son mari et le pognon qu'elle n'a pas, ce qui lui fait contracter des dettes. Et quand on a des dettes, qui c'est qui débarque? Maître Gonzalez, huissier de justice. Exactement, des kidnappeurs. De la pommade. Quoi? Il me faut de la pommade. Mais ça n'a pas de sens. Si, parce que bien souvent, avec un enlèvement, vient une rançon pour payer la dette. Ah, du coup, ça a du sens. Sauf qu'il n'y a pas eu d'enlèvement non plus. Maintenant, ça a de nouveau pas de sens. Bon, on récapitule. Bunny disparaît et une rançon d'1 million de dollars est demandée à Big Lebowski. Il décide alors d'engager Dude Lebowski pour donner l'argent aux ravisseurs. Sauf qu'il n'y a jamais eu de rançon ou de ravisseur. C'est juste Big qui a vu dans la disparition de sa femme une opportunité de détourner 1 million de la banque, en espérant que le Dude soit trop un manche pour réussir la transaction avec les ravisseurs supposés. Oui mais Bunny, elle est où? Elle en a eu marre de Big et a décidé de partir tout simplement. Ok, donc là ça refait du sens. D'ailleurs, j'ai vaincu la paresse. Je te laisse conclure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.